En 2021, un personnage a complètement dynamité le paysage politique en Argentine, Javier Milei. Pour bien comprendre comment ce phénomène a pu émerger, on va se plonger dans une analyse qui, à l'époque déjà, décortiquait son ascension assez fascinante. Et pour saisir le personnage, il faut commencer par là. Son cri de ralliement. C'est la phrase qui a électrisé ses partisans. Ça résume en 3 mots toute son énergie et on peut dire sa radicalité. On l'a beaucoup appelé l'ovni politique. Et ce n'est pas pour rien. En 2021, les analystes avaient un mal fou à le définir. Il faut dire qu'il ne rentrait dans absolument aucune case traditionnelle. C'était quelque chose de totalement nouveau. Il faut dire que son parcours est tout sauf classique. Avant de devenir l'économiste qu'on connaît, Milei a eu plusieurs vies. Figurez-vous qu'il a été gardien de but de foot professionnel et même musicien dans un groupe de rock. Forcément, ça vous donne une présence sur scène, un charisme un peu à part. Et ce charisme, eh bien, ça a payé. Le chiffre qui a tout changé en 2021, c'est celui-ci, 13%. C'est le score complètement dingue qu'il a réalisé aux primaires de Buenos Aires. Un vrai tremblement de terre politique, porté en grande partie par des électeurs très très jeunes. Bon, au-delà du personnage rock'n'roll, il faut qu'on décode un peu son idéologie pour vraiment comprendre le projet. Et tout repose sur 2 concepts qui peuvent paraître un peu compliqués au premier abord, le minarchisme et l'anarcho-capitalisme. Mais vous allez voir, c'est assez simple. On commence par le minarchisme. L'idée est simple, on réduit l'État à son strict minimum. Vraiment à l'os. Il ne reste que la police, la justice et l'armée. Le reste, dehors. C'est une vision qui vient du libéralisme classique, où le gouvernement doit être le plus petit possible. Maintenant, on va pousser la logique encore plus loin, jusqu'au bout. Et on arrive à l'anarcho-capitalisme. Là, le but n'est plus de réduire l'État, mais de le supprimer complètement. Zéro État. Dans cette vision, tout, de l'école à la sécurité, serait un service fourni par des entreprises privées sur un marché libre. Donc, la différence, elle est fondamentale. D'un côté, on a un État, mais tout petit. De l'autre, on n'a plus d'État du tout. C'est le marché qui gère l'ensemble de la société. A priori, ça a l'air d'être 2 visions totalement opposées, presque irréconciliables. Alors, où est-ce qu'on place Milei là-dedans ? Eh bien, c'est là que ça devient subtil. Dans l'entretien de 2021, il a donné cette réponse. En gros, il se voit libertarien dans l'âme, dans l'idéal, mais il est minarchiste en pratique. Pour lui, l'anarcho-capitalisme, c'est l'objectif final, le but ultime. Mais pour y arriver, la première étape, c'est le minarchisme. C'est le chemin pragmatique pour y parvenir. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. Cette distinction, c'est la base de son plan d'action. Un plan très concret pour reconstruire l'économie argentine, pas en 5 ans, mais sur plusieurs décennies. Et pour comprendre pourquoi il voulait des mesures aussi radicales, il faut voir d'où partait l'Argentine. En 2020, le pays était classé 148e à l'indice de liberté économique, autant dire tout en bas de l'échelle. Pour lui, ce chiffre justifiait à lui seul une thérapie de choc. Alors, comment passer de cette situation à son idéal ? Sa feuille de route était en 3 grandes étapes qu'il appelait des générations. La première, on libère l'économie pour créer de la richesse. La deuxième, une fois que le pays est plus riche, on commence à démanteler l'État-providence. Et enfin, l'étape ultime, la troisième, on privatise tout ce qui reste, comme l'éducation, pour finaliser la transition. Mais, et c'est crucial, pour Milei, la bataille n'est pas que économique. Il l'a dit très clairement, elle est aussi, et peut-être même surtout, culturelle et morale. Le cœur de son argument moral, il tient dans ce slogan, qui est d'ailleurs universel chez les libertariens. L'impôt, c'est du vol. C'est vraiment la pierre angulaire de tout son discours anti-État. Et à partir de là, il a lancé ce qu'il a lui-même appelé une guerre morale. Sa tactique, c'était de dénoncer sans arrêt les politiciens comme étant des voleurs et ceux qui vivent des aides de l'État comme leurs complices. Il a complètement changé le cadre du débat, ce n'était plus la gauche contre la droite, mais les producteurs contre ce qu'il appelait une caste parasite. Ça nous amène à une de ses propositions les plus radicales, abolir la Banque centrale. La question qu'on peut se poser, c'est en quoi est-ce une mesure culturelle et pas seulement économique ? Sa réponse est assez fascinante. Pour lui, la Banque centrale, c'est la machine à argent magique. C'est ce qui permet aux politiques de dépenser sans compter, en imprimant de la monnaie, sans jamais avoir à faire de vrais sacrifices. Sauf que cet argent magique, il a un coût, l'inflation, payée par la population. Ça crée une culture de l'irresponsabilité et de l'immoralité politique. Donc, en supprimant la Banque centrale, il pensait couper à la racine cette source de corruption morale. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet effet Milei tel qu'analysé en 2021 ? Quelles étaient les leçons de cette ascension fulgurante ? D'après l'analyse de l'époque, son impact reposait sur 3 piliers. Premièrement, un mélange rare de charisme et de compétences techniques solides en économie. Deuxièmement,
une image d'honnêteté intellectuelle, l'impression qu'il disait vraiment ce qu'il pensait. Et enfin, une vision claire et à très long terme qui donnait un cap, un sens à son action. Mais la conclusion de la source est beaucoup plus nuancée. Elle nous dit que les leaders charismatiques, ça ne dure qu'un temps. Le vrai objectif d'un mouvement comme le sien, ce ne devrait pas être de faire élire une personne, mais d'opérer un changement culturel si profond, si durable, qu'il puisse survivre à son leader. Et ça nous laisse avec une question qui est fondamentale et qui dépasse largement le cas de l'Argentine. Au fond, le vrai changement politique, est-ce qu'il vient de leaders exceptionnels qui galvanisent les foules, ou est-ce qu'il vient plutôt d'une transformation lente, profonde, des idées et de la culture d'une société ?